Où là on était vraiment dans une recherche d'aéro, de performance. Voilà. C'est ça, c'est ce que je dis souvent, ça sert à rien d'avoir un vélo à 10 000 € si on est mal posé dessus, on peut pas l'exploiter correctement, on a des inverses. J'ai fait l'erreur aussi, comme beaucoup, c'est tellement plus simple d'avancer la selle de 1 cm plutôt que de changer la potence. Bonjour et bienvenue à tous sur Sport Live Vidéo. Aujourd'hui on accueille Clément Dufour, kiné de la FDJ Suez. FDJ Suez, c'est ça. Et je suis accompagné de Clément Vaillant. Alors Clément, comment vas-tu ? Ça va bien, parfait. On revient de la semaine dernière, on était en reconnaissance avec l'équipe sur Paris-Roubaix. Et puis la semaine de boulot normal au cabinet avec les études posturales qui commencent à arriver avec le soleil. Là. Et donc toi tu travailles tu as créé deux entreprises, c'est ça, une à Flers et une à Templeuve? Non, maintenant j'ai tout déplacé sur Flers en Escrobio. Tu as tout déplacé sur Flers en Escrobio? On a changé de cabinet pour avoir un truc plus grand, plus dédié vraiment au sport et au vélo. Ouais. Que les études posturales? Non, kiné classique aussi, avec mes collègues qui sont plutôt en prépa physique, en coaching, et puis moi études posturales et puis kiné Mackenzie. Ok, qu'est-ce que c'est la kiné Mackenzie? Kiné Mackenzie, c'est une spécialité qui s'occupe vraiment des douleurs du dos, donc tous les problèmes de sciatique, les problèmes de névralgie cervico-ombilicale et tous ces éléments-là. C'est pour ça que tu t'es lancé sur les études posturales depuis, parce que tu as fait ta formation Mackenzie et ta formation de kiné, enfin tu as eu ton diplôme de kiné, et ensuite tu t'es basculé vers... J'ai fait kiné pour travailler dans le vélo, donc d'abord pour travailler dans les équipes comme là avec la FDJ Suez. Et après, c'est venu progressivement à force de pratiquer le vélo, de chercher moi-même les positions, je me suis intéressé à ça. Et donc j'ai fini par me former avec Edouard Hervé qui a créé la clinique du cycliste anciennement, mais qui est devenu autour du cycliste. Et donc depuis maintenant 3 ans presque, je fais les études posturales, on fait les formations aussi pour les paramédicaux. Et donc ouais, c'est quelque chose qui prend de plus en plus d'ampleur avec l'évolution de la pratique du vélo de tout niveau. Donc, surtout avec le matériel qu'on a aujourd'hui, du matériel qui coûte cher. Ouais. Donc être bien positionné, on en parlera après dans les questions sur la boîte à questions, mais je pense que c'est essentiel d'avoir une bonne position quand on a un vélo qui coûte quand même un très gros c'est ce que je dis souvent, ça sert à rien d'avoir un vélo à 10 000 € si on est mal posé dessus, on peut pas l'exploiter correctement, on a des douleurs, donc c'est pas efficace. Écoute, moi ce que je propose c'est que tu te présentes en 2 questions. Ouais. Alors les questions je les ai sous mes yeux. Quel type de coureur es-tu? Donc sprinter, rouleur. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a fait aimer le vélo? Ok. Quel type de coureur? Déjà, on va dire juste cycliste. Avant, je suis plutôt pratique, maintenant plutôt orienté sur la longue distance. Je sais pas rouler vite, donc du coup, j'essaie de rouler longtemps et à mon allure. Donc tout ce qui va être pratique, on va pas être sur des ultras comme on voit maintenant sur plus de 1000 km, mais des journées de 300-350 km. Voilà, j'essaie de faire ça une fois de temps en temps. Sur route ou Sur route, ouais. Sur route, un petit peu de gravel. Je m'y suis mis pour aller au travail. C'est plus sympa d'emprunter les chemins, donc pour varier un peu la pratique. Et après la deuxième question, c'était pourquoi tu aimes le vélo? Qu'est-ce qui t'a fait aimer le vélo? Mon père faisait du vélo, fait encore du vélo, mais ouais, quand il était jeune, à ses 18 ans, il a eu un vélo et il a pris sa tente, son réchaud et il est parti dans les Alpes tout seul avec son vélo. Donc on a toujours baigné un petit peu dedans avec mon frère. Mon frère s'y est mis, je l'ai suivi et puis c'est comme ça que ça a démarré. Et puis après, en regardant les courses, moi je suis de l'époque Tom Bonnen, Paolo Bettini, donc j'ai toujours été bercé par ça, donc c'est quelque chose que je voulais retrouver après. Et t'as commencé le vélo quand? Je devais avoir 13-14 ans, quelque chose comme ça. Chez Cadet? Ouais, j'ai fait 2 ans de cadet en UFOLEP avant de comprendre que la compétition c'était pas pour moi. Je suis trop gentil sur le vélo, donc du coup j'ai arrêté et puis je en fais pour le plaisir et justement c'est des discussions que j'ai avec les coureuses. Comme je savais que j'étais pas fait pour faire du vélo, je me suis dit autant aider ceux qui sont faits pour faire le vélo, donc c'est comme ça que je me suis dirigé après vers kiné.
pour associer le vélo à la profession. Et puis c'est comme ça que petit à petit ça évolue comme ça. Okay. Une différence de position entre un sportif de haut niveau et un amateur. Ouais, bah, ça c'est la réponse classique, on dit toujours ça dépend de la pratique. Donc quelqu'un qui va faire de la piste, quelqu'un qui va faire du chrono sur 50 bornes, quelqu'un qui va faire des courses en ligne, ça va dépendre de beaucoup de choses. Donc oui et non, il n'y a pas forcément de différence. En fait, ça va surtout dépendre de la capacité du cycliste à assumer sa position. C'est-à-dire que quelqu'un qui va être très raide, forcément, on va pas pouvoir le mettre dans une position agressive. Donc on va vraiment chercher la position confort. Après, quel que soit le cycliste, c'est ce que je dis toujours, j'ai des compétiteurs qui viennent, je leur dis la base c'est vraiment le confort. Donc c'est que le vélo se moule sur le cycliste et pas l'inverse. C'est le vélo qui doit s'adapter au cycliste et pas le cycliste qui doit s'adapter au vélo. Et après on va déplacer le curseur vers la performance ou vers le confort en fonction de la pratique, en fonction des capacités de souplesse, en fonction de la force aussi qu'il a. Après c'est vrai que si on parle de compétition à niveau professionnel, là on va être plus à la recherche de performance au niveau aéro, au niveau watts. Donc là on va placer encore les curseurs différemment. Et c'est vrai que ça peut poser problème, nous, dans notre pratique, parce que les jeunes qui voient les coureurs à la télé, qui ont telle position, qui sont très vers l'avant, ils ont envie de retrouver ça. Et après, voilà, c'est à nous de leur expliquer que c'est pas parce qu'ils sont comme ça qu'ils n'ont pas de douleur, c'est pas parce qu'ils sont comme ça qu'ils sont bien sur leur vélo, ils peuvent être mal sur leur vélo. Bon, je pense pas qu'ils soient tous mal sur leur vélo, mais ça peut arriver. Après, au niveau des watts, par exemple, on va plus aller chercher une position à l'avant. Mais je sais que se mettre à l'avant, on a souvent la selle dans le cul, on va dire. C'est pas ce qui est pas confortable, mais pourtant, on a un gain de watts qui est quand même supérieur si on était à l'arrière de la selle. Toi, qu'est-ce que tu penses de cette position? C'est plus aller chercher les watts en se mettant dans une position inconfortable, mais sur un court instant, 25-30 minutes en course. Et après se remettre dans une position un peu plus confortable, ou alors aller chercher directement les watts en permanence sur 2-3 heures, et sur 2-3 heures être mal positionné. Ouais, c'est sûr que c'est un sujet au niveau du confort sur la selle. Nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment avoir une bonne assise sur la selle, que les os soient stables. Ça va éviter d'avoir plein de douleurs au niveau du dos, ça va éviter de surcharger les genoux et d'engendrer des douleurs au niveau syndrome fémoro-patellaire au niveau des genoux. Donc, le vélo la position doit pouvoir permettre à un compétiteur d'aller chercher une position aéro quand il en a besoin, une position efficace quand il en a besoin, mais on est sur des laps de temps assez courts. C'est par exemple le temps de passer un relais, donc c'est quelques minutes. Après sur un vélo de chrono c'est différent, mais sur un vélo de chrono on serait sur des efforts d'une heure grand max. Donc sur un vélo de chrono, là on peut pousser un peu plus la recherche vers l'efficacité. Mais pour moi il faut vraiment être confortable d'abord sur le vélo tout le temps, et que le vélo la position puisse permettre d'aller chercher une position plus agressive quand c'est nécessaire et sur un laps de temps assez court. Il existe une position parfaite sur le vélo ou pas? Est-ce qu'il existe vraiment une position parfaite où on réduit vraiment toutes les petites douleurs qu'il peut avoir? Universelle. Ouais, on a une position standard avec une position théorique où le genou va tomber dans l'axe de la pédale. On va être à 37 degrés d'angle au genou en extension maximale. Voilà, ça c'est la théorie brute, et après on adapte ça en fonction de la pratique, en fonction des capacités, en fonction de la souplesse. Oui, il existe une position parfaite, mais une position parfaite, ça va être une position parfaite à un instant T, avec une capacité de souplesse, une capacité de force qui ne sera pas forcément la même que dans 6 mois ou dans un an. Ça arrive souvent qu'on ait des patients de 40-50 ans très compétiteurs avant, qui ont toujours eu une position très agressive, et ils se rendent compte qu'ils n'arrivent plus à l'assumer parce que ils poussent moins de watts, donc du coup ils sont moins en surélévation sur la selle, ils sont plus assis sur la selle, et souvent ils sont mal assis sur la selle, et ça pose problème.
est-ce qu'il est bon de faire sa position soi-même ou alors forcément aller voir une personne qui va faire son étude posturale? Mais c'est ma question. Bah, forcément, je vais, je vais prêcher pour ma paroisse et dire que vaut mieux faire appel à quelqu'un pour la position. Après, on a des amateurs qui... Enfin, j'ai un cas en tête, il pourrait presque prendre ma place, il connaît déjà énormément de choses et il sait se positionner lui-même bien. Bon, au final, il a quand même besoin de moi parce qu'il a besoin d'un œil extérieur pour vraiment régler des soucis particuliers. Mais c'est pas la majorité, ça reste quand même assez occasionnel. Tous les tutos qu'on voit sur les réseaux pour se positionner, toutes les règles de coefficient, faut 0,85, faut 0,88 pour la hauteur de selle, ça reste des choses assez standardisées et on se rend compte en pratique qu'on est assez loin du standard. Il faut toujours adapter, toujours moduler. Encore ce matin, j'en avais un qui sur le papier était parfaitement posé et pourtant il avait des douleurs au genou à gauche. Et à force de creuser, de mesurer de façon vraiment très précise, on se rend compte que y a des choses qui sont pas parfaites. Vas-y. Alors, le gravel est-il mieux pour le corps que la route? Ça c'est une bonne question. Ouais. Oui, c'est intéressant le gravel parce que on va avoir une position plus haute sur l'avant. Donc ça va correspondre à pas mal de pratiquants, débutants ou même confirmés qui ont une capacité de souplesse limitée. Donc d'avoir une position assez confort sur l'avant, c'est intéressant. Donc cette position, donc ça on appelle le stack. Donc c'est la hauteur entre le boîtier de pédalier et le sommet de la douille de direction. Donc sur des gravels, on va être sur un stack assez élevé, plus important que la longueur du vélo. Et ça permet d'avoir une position plus confortable. Comme on a en VTT, on retrouve des positions comme ça. Donc ça donne une position plus relevée. Et au final, c'est un des sujets et une évolution qui viendra sûrement. On en discutait à la dernière formation. Historiquement, on cherche toujours à être le plus bas possible. Parce que c'est rentré dans les codes qu'il faut être le plus bas possible pour être aéro. Et c'est pas forcément le cas, parce que plus on est bas, moins on arrive à tenir la position. Donc on va être aéro pendant 2 minutes, et puis après on va avoir le dos cassé en deux, et ça a aucun intérêt. À force, ça peut créer des contraintes sur les lombaires, sur les cervicales. Parce qu'on a plus de choc sur la route que sur le gravel. Et après, il y a un peu plus de choc, encore maintenant, c'est différent avec l'arrivée du disque. On arrive sur des sections de pneus de plus en plus importantes, donc des 30, des 32 mm. Il y a 5 ans, c'était 25 pour tout le monde, et maintenant on passe sur des sections de pneus de plus en plus importantes. Donc ça permet de réduire la pression d'air, d'avoir plus d'air dans le pneu, mais de réduire la pression, et donc ça permet d'avoir plus d'amorti, en étant plus efficace, parce que finalement en étant plus mou au niveau du pneu, on arrive à gommer les aspérités de la route, comme sur les pavés, et donc on rebondit moins sur la route, et au final on est plus efficace. Est-ce qu'il y a quand même, dans toutes les catégories de vélos confondus, que ce soit gravel, VTT, piste, route, est-ce qu'il y a vraiment un sport qui détruit plus le corps, on va dire, une pratique du vélo qui détruit plus le corps? Le BMX pour les chutes peut-être. Le BMX, ouais. Après, en termes de position, je serais tenté de dire oui, tout ce qui est piste et chrono court, forcément on va pousser le curseur performance assez loin, et forcément on sera moins confortable. Ça veut dire que par exemple sur une course à étapes, style le Tour de France ou quoi, quand on a 2 chronos, un en première semaine qui fait 15 bornes et le deuxième en troisième semaine qui fera 35 bornes, la position aura changé sur le coureur ou pas? Non, la position sera la même, parce que les coureurs spécialisés en chrono sont habitués à leur position. Donc que ce soit 15 bornes ou 35 bornes, dans même tous les cas. 3 semaines de course, ils vont pas s'amuser à changer la position sur 3 semaines, parce que c'est prise de risque, et voilà, ça serait pas judicieux. Ok. Quels sont les premiers réglages posturaux à effectuer sur un nouveau vélo? Parce que forcément, quand on a un nouveau vélo, on veut rouler dessus tout de suite. Ouais. Le protocole, ça arrive qu'on ait assez souvent des personnes qui viennent avec le vélo, il est toujours sorti du carton, la gomme des pneus est toute neuve, il n'a jamais touché le bitume.
Donc ça c'est le top parce que le cycliste n'a pas pris de mauvaises habitudes et tout de suite ça permet de bien se positionner et d'avoir des repères qui sont cohérents. Après voilà, quand on veut faire ça un petit peu dans son coin, nous le protocole qu'on suit habituellement, c'est toujours de commencer des pieds à la tête. L'interface avec le vélo, l'interface de puissance, c'est les pieds, c'est les cales. Donc on commence toujours par régler les cales et après on va augmenter progressivement, on va passer sur la selle, la hauteur, l'angle, le recul. Et après on va adapter le poste de pilotage à ce qu'on aura fait derrière. Donc c'est le poste de pilotage qui va s'adapter en fonction de la position qu'on aura mis sur la selle et pas l'inverse. J'ai fait l'erreur aussi comme beaucoup, c'est tellement plus simple d'avancer la selle de 1 cm plutôt que de changer la potence, que si on se trouve un petit peu loin du cockpit, on va ravancer la selle. C'est plus simple, mais pour l'efficacité, la performance, c'est pas ce qu'il y a de plus optimal. Parce que plus on a une longue potence, plus on est nerveux, c'est ça? Ouais, ça c'est pareil, c'est pas encore... C'est des idées reçues, ça. C'est un peu des idées reçues, ouais. Si on prend l'exemple du VTT, avant on était sur VTT, on était sur des cintres assez étroits, des potences assez longues. Donc ça c'était quand on était en 26 pouces. Après quand les VTT sont passés en 29 pouces, la force gyroscopique de la roue avant fait qu'on a besoin d'un plus gros bras de levier pour tourner la roue. Donc du coup ils ont réduit la potence, ils ont élargi le cintre pour compenser ça. Sur route, c'est un peu différent parce que sur route, on n'a pas besoin de tourner la roue sur des angles énormes. C'est l'équilibre, c'est comme en moto, c'est s'incliner et c'est ça qui va faire virer le vélo. Donc, et par contre, en gravel, quand on a vu l'apparition des cintres spécifiques gravel, où là, on est un mix justement entre le route et le VTT, avec une position assez étroite sur le haut sur les manettes, et une position élargie en bas dans les drops pour avoir une position justement plus large qui puisse permettre de mieux passer les parties techniques. Ok. Et par exemple sur route, il y a une époque on mettait des cocottes inclinées. Ouais. Je sais que c'était très à la mode parce que c'était quand j'étais junior. Ouais. Et personnellement j'ai trouvé que j'avais plus de force en les inclinant. Comme à la salle, quand on prend un poids, une charge, si on penche, on incline un peu, t'as plus de force. Ouais. Est-ce que ça joue énormément? Ouais. De toute façon, c'est quelque chose qui est rentré dans les mœurs parce que même les fabricants, Shimano, SRAM, mettent maintenant les poignées sont faites de sorte à ce que elles soient légèrement inclinées vers l'intérieur. C'est quelque chose que je fais en tout cas systématiquement, quelle que soit la pratique, je rentre légèrement les manettes vers l'intérieur. Alors on n'est pas sur des angles comme Bilbao en début de saison, où là on était vraiment dans une recherche d'aéro, de performance. Voilà, je sais plus, c'était en Argentine, ils n'avaient pas les vélos de chrono. Ils n'avaient pas le droit d'utiliser les vélos de chrono, donc pour compenser ça, ils ont rentré les manettes et donc voilà, c'était une façon de contourner les réglementations UCI. Voilà. Après, sur les cyclistes qu'on voit en cabinet, oui, systématiquement, on va rentrer un peu les manettes parce que la prise en main est plus ergonomique, on a un meilleur alignement entre le poignet et l'avant-bras. Donc anatomiquement, c'est plus logique comme ça fonctionne mieux comme ça. Il n'y a jamais personne qui m'a dit non, moi je supporte pas ça. Ça fonctionne pour tout le monde. Alors, quelle est l'importance du kiné après une chute? Ouais. Donc ça, il y a deux phases à prendre en compte. Il y a la phase immédiate après la chute, où là, vaut mieux laisser le corps un petit peu tranquille, digérer ce qui s'est passé. Et c'est pareil, il y en a qui se précipitent des fois chez l'ostéo 2-3 jours après une chute. Bon, je pense qu'il vaut mieux laisser une petite semaine, laisser le corps cicatriser, s'adapter un petit peu, laisser mettre en place les mécanismes naturels. Le corps sait très bien ce qu'il a à faire. Quand il y a une chute, il déclenche de l'inflammation. L'inflammation, ça permet d'apporter les nutriments pour bien cicatriser. Et après, oui, ça peut être intéressant de faire un point. C'est l'intérêt aussi de la méthode McKenzie en kiné, c'est justement... On va chercher à harmoniser les amplitudes articulaires dans toutes les directions pour avoir un corps qui fonctionne bien et du coup un squelette qui fonctionne bien, ça va être des os qui vont bien fonctionner, des muscles qui vont bien fonctionner. Courir le lendemain,
toujours de la chute. Après, c'est vrai qu'en amateur, bon, je pense que ça va pas changer la face du monde si on se met au repos. Ça va pas changer grand-chose. C'est vrai qu'en milieu professionnel, avec les contraintes de sponsoring, les courses par étapes, on va être sur une semaine, 3 semaines de course. On se dit, bah voilà, peut-être que c'est 2-3 jours d'étape de perdu, mais finalement, si après le coureur, la coureuse peut apporter un plus sur les prochaines étapes, voilà, ça peut être bien de continuer. Mais voilà, il faut que ce soit bien suivi médicalement. En tout cas, dans l'équipe FDJ Suez, on a toujours un contact avec le médecin, même quand il n'est pas en course. Donc dès qu'il se passe quelque chose, il en est informé et on communique vraiment avec le médecin. C'est un mélange entre les sensations de l'athlète, les contraintes de sport avec le directeur sportif, les responsables performance, et le kiné qui voit directement l'athlète et le médecin qui essaie de mixer tout ça. Moi j'avais quand même une question parce que je me rappelle de quelque chose qui m'avait toujours un peu tracassé. C'est quand Philippe Gilbert sur le Tour 2018 il tombe je crois dans le parapet là, et qu'après il finit l'étape avec une fracture de la rotule. Comment c'est fou de se dire que finalement tu peux terminer une étape sur le Tour de France en plus en montagne avec un genou. Déjà, est-ce que ça a des conséquences pour après et comment il a fait pour terminer sachant que c'est surhumain un peu. Ouais, voilà. Après, comme on disait tout à l'heure, ça reste des athlètes de haut niveau. Ils n'ont pas les mêmes normes de douleur comme un des mortels, on va dire. Ils n'ont pas les mêmes capacités physiques aussi. Faut savoir que quelqu'un qui va être très musclé va pouvoir mieux encaisser des chocs, va pouvoir mieux encaisser des contraintes comme ça. Donc ça va permettre de compenser une partie des dommages liés à la chute. Là, en début de saison, première course à UAE, on a Alessia Vigilia qui s'est cassé la clavicule. Je crois qu'il lui restait 50 km à faire. Elle a fini son étape et c'est seulement à la fin que les examens ont été faits. Donc après des fois il y a des douleurs qui sont énormes et puis les cyclistes arrivent à finir quand même, donc ils finissent l'étape en espérant qu'il n'y ait rien de grave et puis le lendemain après on se rend compte qu'il y a une fracture, donc à ce moment là il n'y a pas de question à se poser. On n'est plus à l'époque de Tyler Hamilton qui finit avec des clavicules pétées. Avec des clavicules pétées. Après voilà, je pense qu'il faut vraiment se rendre compte que ce sont des athlètes de haut niveau, qu'ils ont des capacités énormes, qu'ils sont entraînés pour et ils sont habitués à la chute aussi. Ils sont habitués à la chute. La nuit, la nuit, on dit toujours la nuit après une chute. Souvent on utilise le langage en disant que c'est reposant, réparatrice. Est-ce que c'est vraiment sincère ou pas, parce qu'en général la nuit on bouge quand même, etc. Donc le corps en plus d'être tombé il peut c'est ça suffit qu'il y ait des plaies, des brûlures, quand on est tombé, qu'on s'est brûlé la fesse, la cuisse, on n'arrive pas à dormir de ce côté là, donc on dort moins bien. La première nuit en général ça se passe pas terrible et puis après ça décante petit à petit. Une hypothèse qui est mise quand on tombe. Le lendemain, souvent, nos performances, elles sont meilleures. Il doit y avoir des explications physiologiques à ça. Je pense que la chute, le corps va libérer des hormones, des nutriments pour justement diminuer la douleur. Il va faire circuler, il va augmenter la circulation sanguine. Donc je pense qu'il y a des explications à ça, mais j'ai pas d'explication précise. Est-ce qu'il y a une préparation idéale on dit toujours les échauffements, les étirements, etc. Ça peut quand même permettre des fois quand tu prends un choc de diminuer ce choc, ou même à contrario de ça, la fatigue aussi. Ouais. Alors ça, je sais que c'est présent surtout pour les sports, on va dire collectifs, le football, etc. Mais dans le vélo, est-ce que par exemple un coureur qui est fatigué peut plus facilement, selon un choc, se casser quelque chose, ou s'il est mal préparé, est-ce qu'il y a vraiment des réels risques? Tout ce qui va être fatigue, dénutrition, alors on n'est pas sur de la dénutrition énorme, mais par rapport à quelqu'un qui fait des efforts comme ça, une nutrition insuffisante, déshydratation, donc tout ça va altérer le fonctionnement du muscle, ça va altérer la texture des ligaments, des tendons, donc ils vont être moins chargés en eau et donc plus facilement se déchirer ou s'abîmer. Donc toi par exemple, comme tu es au contact, on l'a dit, donc FDJ Suez, donc avec des sportifs de haut niveau,
Comment se préparent un peu les filles avant l'étape? Est-ce qu'ils ont quand même des petits rituels d'étirement, d'aller, même toi quand tu vas masser, est-ce que tu vas vraiment toucher des zones qui vont être bénéfiques pour la course et qui vont peut-être pallier justement à d'éventuelles chutes ou des chocs qu'ils peuvent prendre? Ouais, ça c'est un peu propre à chacun. Pour l'instant, on n'a pas encore de protocole d'échauffement avant course. Sauf là par exemple sur le week-end dernier, sur le Newsblad, week-end d'ouverture en Belgique où il faisait assez froid. Bon, là on va masser avec des crèmes chauffantes les jambes pour mettre en route la musculature et moins sentir l'effet froid. Après on a vu justement il n'y a pas longtemps Pogacar qui faisait un protocole d'échauffement avant course. Je sais pas s'il fait ça à chaque fois ou si c'était sur une course bien spécifique. Mais ouais, je pense qu'il y a trainer ou sinon home trainer, ouais, c'est ça. C'est quelque chose qui est assez pratiqué. Plutôt sur des courses par étape ou une étape avec un enjeu rapide, ça va vite, une bosse, un sprint à défendre, alors beaucoup de vent, ou voilà, il faut être vigilant rapidement. Mais après, je pense que je serais pas étonné que dans les années à venir, justement, les protocoles d'échauffement bien spécifiques avec des exercices avec élastique se développent un peu plus. Parce que c'est vrai que moi, je suis quand même beaucoup au sport en général et j'avais vu notamment la préparation par exemple d'un Léon Marchand aux Jeux Olympiques ou même des footballeurs qu'on voit tout le temps au quotidien. Et c'est vrai qu'au vélo, c'est pas les mêmes blessures. Mais je prends l'exemple encore une fois sur le Tour, Thibaut Pinot qui s'était fait du coup en 2019 là. Je crois un claquage, une déchirure. C'est quand même des blessures qui arrivent rarement. Ouais. Est-ce que du coup ça pouvait être lié aussi du coup justement Ouais, alors après je saurais pas dire ce qu'apparemment, je crois que c'était lié, je crois qu'il avait tapé le guidon sur un changement de vélo, donc bon, quelque chose d'assez spécifique. Et après sur le vélo, c'est vrai qu'on est sur des efforts portés. Je vais dire que c'est pas violent, mais si c'est violent quand on a le corps qui monte à 200, c'est violent. Mais musculairement, articulairement, si on est bien réglé sur le vélo, c'est pas quelque chose qui va être violent. Donc souvent avec le départ fictif, avec la mise en route, la début de course, ça suffit pour se mettre en route. Sauf encore une fois sur des courses bien spécifiques, avec des rafales de vent, des risques de bordure rapidement. Là, ouais, il vaut mieux passer par le home trainer et les échauffements. Ouais. Dernière question. Quelle est la blessure la plus courante chez le cycliste? Très intéressant ça. Ouais. On va parler hors chute, parce que sinon avec les chutes, je pense que la clavicule c'est le nom classique, tout le temps, classique du cycliste. Sinon hors chute de ce qu'on voit sur les études posturales, c'est souvent les bas du dos, position donc les lombaires, les cervicales, engourdissement au niveau des mains, fourmillement au niveau des mains. Ça va être, je pense que le plus, ça serait peut-être le genou avec le syndrome fémoro-patellaire. Donc c'est la rotule qui va frotter, le cartilage de la rotule qui va frotter contre le cartilage du fémur, qui va provoquer des inflammations si le frottement est mal réparti. Les genoux aussi, ouais, avec le syndrome de l'essuie-glace. Ouais, syndrome de l'essuie-glace, ouais, tout ce qui va être... c'est ce qu'on dit en formation. Le vélo, c'est une contrainte qu'on donne au corps. Donc la position sur le vélo, en elle-même, c'est déjà une contrainte. Donc après, on vient rajouter des cales automatiques qui sont plus efficaces au niveau de la performance, ça c'est indéniable. Mais on vient rajouter encore une contrainte, où on vient bloquer le pied, alors, même s'il y a des degrés de liberté permis par les cales. On vient contraindre le pied, on vient le positionner dans une position où il n'est pas forcément habitué à être quand on est debout. Donc c'est un ensemble de contraintes qu'on rajoute. Le cintre, c'est pareil, avec la largeur du cintre, c'est une contrainte supplémentaire. Donc tous ces éléments de contrainte font que le corps après s'adapte comme il peut. Est-ce que le sport de haut niveau et en soi le cyclisme de haut niveau est bon pour la santé ? Je pense pas que je puisse répondre à mon échelle. Faudrait faire des études poussées. Bon, je pense pas que les anciens cyclistes vieillissent si mal que ça. On a quand même pas mal d'anciens cyclistes qui arrivent en reconversion, etc. En reconversion qui vivent, je pense, plutôt bien. Ouais. Donc, je pense que c'est toujours mieux que le rugby pour vieillir. Mais mais après, non, je pense pas que le vélo, même de compétition, soit néfaste
sauf, en tout cas dans l'état de pratique dans lequel il est actuellement. Peut-être sur les anciennes habitudes qu'on avait avant avec des manivelles de 180, 190, tout en force, où là oui, je pense qu'il y a une paire d'anciens qui ont eu les genoux flingués avec ça, mais je pense qu'actuellement c'est pas forcément le cas. Un grand merci à toi, merci Clément, merci à vous deux, et puis nous on se dit à très vite pour une prochaine émission. Merci. Ça a été ? C'est top. Un grand merci, c'était super intéressant. Ouais, non, c'est intéressant. J'ai kiffé, c'était super intéressant. Il y a trop de trucs à savoir sur la posture et tout, c'est dingue. Mais t'en as plein d'autres. Tu connais tous les noms, tu vois, les syndromes. Et c'est combien de temps que t'es